Marius Gilbert est épidémiologiste et vice-recteur à la recherche à l'ULB. Son visage est devenu un des plus vus dans les médias lors de la pandémie de Covid-19. Il a été apprécié de tous pour son professionnalisme et son côté rassurant, un peu le gendre idéal. D'ailleurs, ses amis peinent à lui trouver un défaut, à part peut-être celui de nager comme une vache. Nous allons tenter de le découvrir. Marius Gilbert est l'invité d'À travers le miroir cette semaine. Bonjour Marius Gilbert. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à travers le miroir. Alors pendant une demi-heure, on va essayer de vous découvrir un petit peu plus. Et dans cette émission, il y a une règle, c'est qu'on se regarde justement à travers ce miroir. Comment vous vous sentez dans ce fauteuil-là, face à vous-même ou presque? Oui, c'est plus face à son image, donc face à ce qu'on renvoie, et face à ce que les gens sont susceptibles de voir de soi. C'est assez peu habituel. Et puis il y a aussi le décorum de cet environnement de maquillage, donc c'est pas juste une question d'image de soi, c'est aussi en préparation par rapport à des moments où on va être face à un public qu'on ne voit jamais et où on se prépare, où on est un petit peu dans la phase de préparation mentale sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter d'intéressant. Voilà. C'était des moments, quand vous passiez de manière très très régulière à la télé, qui vous permettaient de vous relaxer, de vous concentrer. Comment vous les abordiez? Se relaxer, non. Le contexte n'était pas vraiment à la relaxation. C'était plutôt des moments de pause et de se concentrer, de se dire c'est quoi le mot juste, enfin, qu'est-ce qui est important à dire maintenant en termes de communication, comment je vais le formuler. Donc c'est plutôt une espèce de moment d'intériorisation en fait de la manière dont on va se présenter, de la manière dont on va communiquer. Et de manière quotidienne, le miroir, c'est un objet que vous aimez bien, vous les évitez Ni dans un sens ni dans l'autre. Pour moi, c'est un objet fonctionnel, fait partie de la routine du matin, avant de partir travailler, mais j'ai pas de lien particulier par rapport au miroir, non. Il n'y a pas de. C'est pas. Je ne cherche pas cette réflexion-là. Et votre image, justement, puisque vous en parliez, c'est vrai que d'un seul coup, on y reviendra, vous êtes devenu un personnage public, donc avec aussi ce que vous renvoyez aux autres, est-ce que les autres vous en renvoyaient aussi sur vous-même? Cette image, elle était identique, en tout cas, où vous avez été surpris de certaines réactions de la part du public sur vous? C'est difficile de répondre à ça parce qu'en fait, j'ai jamais la notoriété, tout ce qui tourne autour de l'image n'a jamais été un, un projet, si vous voulez. Quand on fait quelqu'un qui fait du journalisme, c'est qu'il va d'office à un moment devoir renvoyer une certaine image. Quelqu'un qui est un artiste, c'est aussi qu'il va devoir travailler son image en fonction de sa profession, en fait. Ici, cette image, elle était au service d'une fonction à laquelle j'ai été amené à contribuer avec d'autres. Il n'y a personne qui fait de la recherche scientifique en se disant qu'à un moment, il va devoir être attentif à son image parce qu'il va être amené à devoir communiquer sur un enjeu comme celui-là. Donc, c'était pas un enjeu. Je ne me suis jamais demandé quelle image je renvoie spécifiquement. Il se fait que par l'expérience et par les retours que j'ai eu des retours plutôt positifs, plutôt sur la manière de communiquer que sur l'image elle-même. Et que je suis devenu un peu un bon client, entre guillemets, dans cette période-là des médias. Mais ce n'était pas l'objet d'une réflexion, de quelque chose de planifié. Et quand vous recevez des lettres d'admiratrices, qu'on fait des t-shirts à votre effigie, tout ça, ça vous surprend, ça vous fait rire, ça Mais vous met mal à l'aise? en fait, au moment même, dans cette période-là, j'étais tellement, je dirais, presque concentré sur une espèce de tâche que c'est seulement après que je me suis dit, mais en fond, qu'est-ce qui s'est passé autour de tout ça? À ce moment-là, j'étais un peu mal à l'aise, même pour en rire,
parce que, enfin, je me rappelle très très bien l'épisode des t-shirts à un moment, qui rétrospectivement, c'est vrai qu'on pourrait en rire, mais en même temps, c'était aussi un moment dramatique pour plein de gens. Donc, je me disais, oh là, ça, je mets ça plutôt de côté parce que c'est pas un contexte qui prêtait spécialement à sourire ou à la dérision non plus. C'est plutôt après qu'on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé mais je pense que c'est simplement la conséquence de rentrer dans le quotidien de tas de personnes qu'on ne connaît pas, avec une figure plutôt rassurante dans un contexte qui est très anxiogène, et que ça, inévitablement, ça crée des liens. Et ça, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça crée des liens qui sont encore durables, encore aujourd'hui. Alors, c'est plus du tout juste après la pandémie, je ne pouvais pas faire un pas dans les rues sans que les gens se retournent. Et même, c'était parfois un peu embarrassant parce que voilà, c'était une réalité nouvelle pour moi. Euh, mais maintenant, il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas quelqu'un à un moment qui se manifeste et de façon généralement positive en disant voilà, c'est souvent des marques de gratitude qui sont exprimées et du fait du lien qui s'est construit à ce moment-là, qui disent juste ce lien était important pour moi ou pour nous. Et ça, c'est des témoignages que j'ai encore très régulièrement, encore maintenant. Voilà, je suis dans un café où je travaille, quelqu'un dit ah, monsieur Gilbert, voilà, vous avez compté, quoi. Et ça, c'est très touchant. C'est très touchant parce que ça témoigne de quelque chose qui s'est noué à ce moment-là dans un contexte particulier. Alors, on va revenir d'abord sur votre enfance. Vous avez grandi à Uccle et avec une partie dans la banlieue de Charleroi, si je ne me trompe pas aussi. Oui, c'est ça. Donc, mes parents étaient séparés. Et donc, l'arrangement qu'ils avaient trouvé, c'est que je passais mes semaines, ma vie scolaire à Uccle. Et la plupart de mes week-ends dans la commune de Goutroux, autour de Charleroi, chez mon père. Et ça m'a amené à être confronté à des modes de vie très différents, très clairement. Votre père était enseignant. Mon père était enseignant dans une école qui avait tout un projet d'enseignement très particulier qui accueillait des caractériels qui étaient en fait rejetés par toute une série d'autres écoles. Et donc, ils avaient eu ce projet d'essayer de monter une école multidisciplinaire. C'était assez précurseur à l'époque, qui associait à la fois des enseignants, mais aussi des gens qui s'y connaissaient en santé mentale, pour offrir une structure d'accueil à ces élèves qui étaient en décrochage dans la plupart des cas, mais aussi avec un projet très utopiste de se dire, en fait, enfin, il y avait un peu un projet utopiste de se dire, en fait, ces jeunes ne sont pas normaux, c'est la société qui n'est pas assez ouverte pour eux, sur lequel en cours de route, bon, il y a quand même des tas de difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Aussi un projet très progressiste dans la manière dont il était géré, vraiment avec une gestion collective, assez peu hiérarchisée dans le système d'enseignement. Donc c'était vraiment une espèce de projet d'engagement. On a l'impression que ça vous a marqué. C'était... Alors moi, j'y allais pas souvent, mais c'est rétrospectivement que je me rends compte que c'est des projets comme ça qui étaient dans l'air du temps, hein, donc c'était le milieu des années 70, début des années 80, mais qui étaient des projets assez précurseurs, je pense, pour l'époque, et qui ont mûri, qui se sont transformés. C'est une institution qui existe toujours. Mais ce qui était marqué plus, c'est qu'à côté de ça, mon père était quelqu'un qui était très engagé sur le terrain social, au travers d'un groupe musical qui allait dans des manifestations, des occupations d'usines, enfin. Et donc, j'avais une vie assez calme en semaine et le week-end, une vie plutôt, je ne vais pas dire chahutée, mais agitée, avec où j'étais confronté à des choses auxquelles j'aurais jamais été confronté dans ma vie lucquoise, pour dire les choses autrement, pour se retrouver au milieu d'une manifestation de sidérurgistes, voilà. Donc ça, c'est des choses qui m'ont marqué, oui, qui m'ont vraiment marqué dans mon enfance. Il y a aussi eu toute une partie, ils se sont beaucoup engagés dans le combat antinucléaire autour de de la centrale de Chaux, qui est aussi quelque chose qui m'a marqué.
Et alors, ma vie plus bruxelloise, qui était une vie plus conventionnelle, où j'allais à l'école comme des tas d'écoliers bruxellois. Oui. Et votre maman, donc, elle est sociologue aussi, elle est en recherche à l'ULB déjà? Elle travaillait, oui, oui, donc elle travaillait à l'ULB, donc s'était spécialisée dans sociologie de la santé, en particulier sur tout ce qui était mode de garde pour les jeunes enfants. Et elle a fait toute sa carrière en tant que chercheuse. Et c'est amusant parce qu'en fait, c'est assez tard, quand tout d'un coup j'ai été amené à communiquer sur cette crise de santé publique majeure, que de certaine manière, la thématique de la santé publique se sont rejointes avec des points de départ qui sont complètement différents. Parce que moi, j'ai fait des études vraiment en sciences exactes, Vous avez fait l'agronomie. en agronomie. Et puis, c'est ma trajectoire de recherche qui m'a amené vers l'épidémiologie et donc vers la santé publique dans le contexte de la pandémie, alors qu'elle venait d'un point de départ très différent, la sociologie, et puis d'aller vers la santé, parce qu'elle avait pris conscience elle-même de l'importance aussi que la possibilité d'avoir des modes de garde qui soient bien conçus, accessibles, etc., était un facteur important d'émancipation pour les femmes, donc qui était vraiment un élément important dans sa propre motivation à s'engager dans ces thématiques-là. On sent quand même que les thématiques, ou en tout cas les valeurs que portaient vos parents, finalement, on les retrouve aujourd'hui chez vous, dans votre engagement aussi, dans ce que vous êtes devenu en tant qu'adulte. Oui, mais je pense qu'on est toujours on se nourrit en fait de l'environnement dans lequel on grandit. Et alors il y a l'environnement des parents, et puis il y a aussi l'environnement des grands-parents, qui apportent encore d'autres éclairages sur d'autres touches. Donc j'avais un grand-père du côté paternel qui lui était fort impliqué dans la vie académique, qui était égyptologue, et qui était professeur à l'ULB, qui était une figure marquante, une grand-mère qui, à ses côtés, était très très présente dans ma vie. Et du côté maternel, des grands-parents architectes qui avaient aussi, mon grand-père avait aussi été architecte de certains bâtiments universitaires, donc il y avait aussi un lien avec l'université. Et lui, beaucoup plus orienté vers le domaine artistique, l'esthétique, la photographie, l'architecture. Donc c'est vrai qu'au travers à la fois et ma grand-mère aussi, très très fort, donc au travers des influences familiales, en fait on va chercher ce qui accroche, et donc c'est toujours une interaction entre ce qu'on a en soi et l'environnement dans lequel on grandit, où on va chercher des choses qui nous intéressent et qui nous font grandir. Vous êtes bon élève quand vous êtes jeune? Oui, enfin... C'est déjà les sciences d'office, ça vous paraît être une évidence? Euh, oui, oui, très clairement. En fait, j'étais un bon élève, mais assez paresseux. C'est-à-dire que en tout cas pour tout ce qui était abstraction mathématique, j'ai jamais eu de difficultés particulières. Donc, c'est des contenus que j'absorbais très facilement. J'avais plus de difficultés avec les contenus littéraires, donc tout ce qui relevait des langues, l'histoire, des choses comme ça. Donc, très clairement, ce qui était scientifique me correspondait mieux. Mais j'ai traversé l'enseignement secondaire en étant un peu sans difficulté particulière, mais sans non plus m'y investir énormément. Je n'étais pas à chercher d'avoir des super points, etc. J'étais un peu feignant, pour être tout à fait honnête. Ça a changé, ça, par après, parce que ensuite, donc, vous êtes allé dans des études donc d'agronomie, on l'a dit, à l'ULB, évidemment. Vous avez donc fait votre thèse aussi. Enfin, vous êtes allé loin, donc ça a changé. Pareil, vous n'étiez pas trop gain d'ailleurs, en plus. Non, je n'étais pas spécialement gain d'ailleurs, mais simplement, j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes études, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tellement le fait que je m'investisse beaucoup plus, c'est simplement parce que j'aimais bien ce que j'étudiais. Et quand tout d'un coup on prend goût à quelque chose, en fait, les heures ne comptent plus. Et donc, le fait de ne pas tellement travailler dans l'école secondaire, c'est parce qu'il y avait beaucoup de contenus qui me parlaient moins, qui m'intéressaient moins. Ce pas des contenus qu'on a nécessairement choisis, ils ont été composés pour nous. Pour moi, l'arrivée dans l'enseignement supérieur, ça a vraiment été une énorme émancipation, une ouverture vers des contenus, vers des profs qui
qui me fascinait. Et donc, je comptais plus mes heures de travail. Et à partir du moment où on compte plus ses heures de travail, ben, on fait les choses mieux, on fait les choses plus à fond. Tant dans les études que dans la recherche que j'ai fait après au niveau de ma thèse de doctorat, c'est exactement la même chose. À un moment, on est pris par ce qu'on fait et on a envie de le faire bien, tout simplement. De quoi vous rêviez à ce moment-là, pour votre carrière? Alors, j'ai jamais eu une carrière très... je me suis pas dit, j'avais pas une espèce d'objectif à long terme. J'ai eu une carrière un peu itérative, en ayant chaque fois comme ça une espèce un mélange entre des choix et des opportunités. C'est-à-dire que le passage du secondaire à l'universitaire, c'était vraiment me dire ben, qu'est-ce qui me plaît le plus en matière de domaine. Je savais que je voulais aller à l'université, qu'est-ce qui me plaît le plus en termes de domaine, et quelque chose qui connectait les sciences du vivant aux sciences exactes, ça me parlait beaucoup. J'étais très attaché aux sciences du vivant. Je crois que c'était vraiment quelque chose qui était très très important. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et à la fois, j'aimais beaucoup l'ancrage mathématique, ingénierie, etc. Donc l'agronomie me correspondait parfaitement pour ça. Mais par contre, quand j'ai fait mes études, je ne me suis pas du tout dit ce que je veux faire, c'est de la recherche. J'aimais beaucoup mes études et il se fait qu'à la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de postuler à une bourse qui finançait en fait un séjour de chercheur-visiteur à l'université d'Oxford. Et là, j'ai découvert la recherche, j'ai découvert le monde académique, j'ai découvert l'excitation de la recherche. Je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver, dans lequel je pense que j'ai quelque chose à proposer. Mais je n'étais pas très sûr de moi, je n'étais pas encore tout à fait... Et c'est 2-3 ans après que tout d'un coup je me suis dit, ben ça c'est vraiment pour moi. Et à ce moment-là, j'ai mis en place vraiment... parce que les carrières scientifiques, c'est pas facile. Il faut passer par toute une série de sélections, de compétitions, etc. Puis à un moment, je me suis dit, bon, maintenant, si je veux faire ça, je dois vraiment l'investir pleinement. Ce que j'ai fait dans une vraie stratégie à la fois de publication, de réflexion à long terme, de projet scientifique. Ça, c'est vraiment, je dirais, dans les 2-3 années après ma thèse, que j'ai construit un projet scientifique à long terme. Et il y avait tout un espace pour ça parce que j'ai développé une nouvelle thématique, celle de l'épidémiologie géographique, qui n'existait pas dans l'université où je travaillais. Et avec mon patron de l'époque, Jean-Claude Grégoire, qui était professeur d'entomologie, j'avais commencé à travailler avec lui, mais il m'a laissé vraiment... sur les insectes ravageurs, Voilà, c'est ça. j'avais fait ma thèse sous sa supervision. Et il m'a laissé vraiment le champ libre, une très grande liberté pour pouvoir faire évoluer ma propre carrière. Et c'est là que j'ai noué des collaborations avec la FAO, avec Oxford, avec des organisations internationales qui m'ont permis de me développer dans ce terrain disciplinaire-là. Et ça a été vraiment une période absolument passionnante parce que tout était ouvert, tout était à construire et ça me donnait beaucoup de liberté de manœuvre. Alors évidemment, vous n'étiez pas qu'un étudiant brillant et studieux, vous étiez aussi un footeux. Oui, donc on a vous voulez vos lunettes? Oui, non, mais je connais la photo, donc je n'ai pas besoin des lunettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette photo c'est une photo qui est prise... nous dire surtout le nom de votre équipe de mini-foot? Ah, ça va être... Oui, donc c'est là mes fesses. Donc je ne suis même pas sûr de pouvoir retrouver l'acronyme. Donc c'était une équipe de mini-foot avec tous des copains avec qui j'avais fait mon mémoire et voilà, on avait fait nos mémoires aux mêmes endroits. Donc il y avait des géographes, il y avait d'autres agronomes. Et on se retrouvait une fois par semaine pour jouer au mini-foot ensemble. Mais c'était aussi un cercle d'amitié pour boire des verres après. Et je pense que c'est l'amicale du joueur de foot de la forêt de Soignes, ou quelque chose comme ça. On avait inventé une espèce d'acronyme un peu improbable. Tout ça pour mettre un nom rigolo, en fait. Oui, et on ne se prenait absolument pas au sérieux, comme la photo en témoigne bien. Il paraît que vous étiez un attaquant quand même assez rentre-dedans. J'étais plus Marc Wilmots, on m'appelait un peu. J'avais une réputation d'être un peu rugueux. Non, c'est pas ça, c'est-à-dire que une fois que je partais, qu'il y avait la balle et qu'il y avait le goal, j'avais tellement envie d'y aller que, voilà, et comme j'étais un peu large des épaules, ça a provoqué quelques incidents. Et alors, dans vos passions aussi, il y en a quelques-unes qui sont sur la table, il y a notamment la musique. Oui, donc la musique, là, c'est vrai que c'est vraiment dans cette période-là que j'ai
peu développé ça. Mon père lui-même était musicien donc dans un groupe de musique qui s'appelait le GAM, mais qui était dans un contexte aussi de musique militante. Et moi, simplement, je veux bien ça pour pouvoir chanter des chansons, pour pouvoir. C'était un peu un espace d'évasion, que ce soit de la guitare, du piano, c'était autre chose. La science a ceci de très ingrat, c'est on a besoin de créativité pour faire des sciences. On ne peut pas faire autrement, pour pouvoir inventer, réfléchir le monde, imaginer des hypothèses, des choses comme ça. Mais ce n'est pas un mode d'expression. C'est quelque chose où, en fait, quand on s'exprime, c'est très très cadenassé. C'est des publications scientifiques avec des formats très particuliers. C'est des publics. On peut communiquer un peu lors d'une présentation, mais c'est très très verrouillé sur les formats. Et donc, quand on a envie d'un peu autre chose, on se nourrit d'autres formes d'expression. La musique en est une, la photo en est une autre. Voilà, c'est vraiment les deux modes d'expression qui m'ont le plus plu, le plus parlé. Et la photo, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus repris récemment. Parce que c'est quelque chose qui, voilà, à un moment on est absorbé par la vie familiale, il y a le boulot, il y a la vie familiale, et entre tout ça, il n'y a pas toujours il reste plus tellement beaucoup de temps pour faire autre chose. Maintenant, mes enfants sont grands, j'ai un peu plus de temps, et donc je refais beaucoup plus de photos qu'auparavant, par exemple. Mais c'est vrai que ça a accompagné ma vie toujours. Est-ce que vous fabriquez encore des lits? Là aussi, non, vous ne voulez pas vous essayer à fabriquer un lit? J'ai fabriqué un lit pour un copain. C'est vrai que je suis toujours bricoleur. J'ai toujours bien aimé ça. Mais c'est la même démarche, hein, c'est se dire faire des choses. Et là aussi, par rapport à la recherche, si on fait de la recherche expérimentale, on fait un peu des choses, parce qu'il faut un peu une forme d'ingéniosité de l'objet pour prévoir des dispositifs expérimentaux. Si on fait de la recherche un peu plus théorique ou d'analyse, ce qui était mon cas, ça reste vraiment un exercice intellectuel. Et j'aimais bien fabriquer des objets. Donc, chez moi, j'avais fabriqué une table de... Oui, j'ai fabriqué une table. Puis à un moment, j'ai eu vraiment carrément un projet un peu fou qui était de construire l'ossature de ma maison. Et donc, oui, j'ai pendant quelques mois construit ma maison et c'était un peu fou, mais voilà, c'était une expérience, c'est une très très chouette expérience. C'est le côté architecte des grands-parents qui est ressorti. ressorti. Mais exactement, on est toujours, c'est parfois très étonnant, hein, parce qu'en fait au moment même, on n'a pas toujours conscience d'à quel point on a toutes ces influences qui nous viennent. Et finalement, on est une espèce de composite de toutes ces influences. Et clairement, le côté... oui, ça me parlait d'essayer de faire quelque chose qui était en lien avec l'architecture, clairement. Alors évidemment, votre métier et vous avez été mis en avant au moment de la pandémie de Covid-19. J'ai envie de vous montrer une petite archive qu'on a trouvée donc, chez BX1. Je pense que c'est une des toutes premières interviews que vous donnez. De confinement qui ont été décidées par la Chine, c'était la bonne réponse? Je pense qu'il n'y a que la Chine qui peut mettre en place des mesures de confinement pareilles, pour toutes sortes de raisons on peut être d'accord ou pas d'accord au niveau des droits humains. Mais effectivement, c'est relativement efficace et ça permet surtout de gagner du temps. Et gagner du temps dans ce genre de crise épidémique, c'est absolument clé parce que ça permet de distribuer aux autres provinces, aux autres pays, des kits de diagnostic pour pouvoir savoir quand la maladie arrive. Ça permet de faire toute une série d'actions logistiques, parce qu'il y a toute une logistique derrière quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, de préparer les hôpitaux, etc. Donc gagner du temps, c'est important pour la Chine et c'est important pour l'ensemble des autres pays. Alors c'est une casserole pour tous les deux, hein, celle-ci quand même. Sinon c'est pas drôle. Mais donc c'était en janvier 2020. Vous étiez déjà rassurant sur la Chine, mais en même temps un peu prudent. Le confinement, ça vous paraissait être quelque chose, un bon outil, etc. Mais voilà, vous preniez quand même des pincettes. Et puis ensuite, vous allez dans tous les plateaux de télé, évidemment. On va vous voir pendant presque 2 ans. Donc c'était un moment où on imaginait encore que la Chine, au travers des mesures fortes qu'elle avait prises, allait
pouvoir éventuellement contenir la pandémie et que ça ne se traduise pas réellement en pandémie. Et on se basait pour ça sur l'expérience du SARS-CoV-2, où c'était ça qui s'était passé. C'était aussi un virus de la même famille qui avait émergé en Chine. Il y avait eu de la propagation internationale, et puis la Chine avait réussi à contenir ça, et ce virus avait des caractéristiques biologiques différentes qui font que pour celui-ci, c'était beaucoup plus difficile de lutter contre celui-ci. Mais on imaginait encore que c'était possible. Donc il y avait un peu... on n'imaginait pas à ce moment-là que le niveau de la propagation internationale était déjà, en fait, à ce moment-là, beaucoup plus large. Et on n'avait même pas les données pour le faire. On parle d'outils diagnostiques. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas d'outils diagnostiques dans la plupart des pays pour pouvoir tester les gens. Et comme, en fait, c'est un virus qui pouvait infecter les gens et qui pouvait être infectieux sans être malade eux-mêmes, en l'absence de tests diagnostiques, c'est impossible de savoir qu'une personne est potentiellement contagieuse. Donc ça, c'était vraiment un instrument qui manquait énormément. Mais par contre, ce qui est effectivement interpellant rétrospectivement, c'est que là, je parle de gagner du temps, mais ce qu'on a vu après, c'est qu'en fait, les choses se sont passées très très vite. On parle de janvier. Ouais, c'était fin janvier, ça. Fin janvier, et le confinement, il arrive mi-mars, donc un mois et demi après. Donc ça montre aussi comme avec des maladies, des infections avec des cycles courts et avec des taux de contamination comme ceux-là, en fait, ça va très très vite. Et donc, et les systèmes, je dirais, de réponse humains, ils mettent du temps à se mettre en place. Et donc, la plupart des pays du monde ont été pris de court. C'est pas une spécificité belge. Il n'y a pas un pays qui était, quand la pandémie est arrivée sur lui, qui était parfaitement préparé en termes d'équipement et autres. Quand finalement votre domaine de recherche devient aussi concret, aussi mondial aussi, et aussi utile pour les gens et que ça parle aux gens, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a un côté un peu aussi, en tant que chercheur, un peu grisant sur ce qui se passe? Grisant, non, parce que c'est... D'un seul coup, les gens comprennent ce que vous faites, en fait. Non, mais je pense que chacun peut se mettre c'est comme si, imaginez, vous faites un métier, et puis tout d'un coup, le métier que vous faites, vous avez des dizaines de projecteurs qui sont sur votre métier, et que ça devient quelque chose d'absolument central au fonctionnement de l'ensemble de la société. Ça, c'est un peu bizarre. Mais je dirais qu'à ce moment-là, c'est pas le côté grisant, c'est le sens que il faut pas se tromper. Enfin, tout d'un coup, c'est aussi une gigantesque charge mentale. Enfin, une espèce de... Vous avez un poids sur vos épaules à ce moment-là? Oui, mais ça, je le réalise qu'après. Au moment même où on est dans l'action, on se dit, voilà, c'est quoi... c'est quoi les dernières questions? C'est quoi les dernières données? Comment est-ce qu'on peut analyser la situation? Donc, on est dans cette analyse, et sur base de cette analyse de situation, qu'est-ce qu'on peut recommander? C'est quoi le plus juste? Qu'est-ce qu'il faut dire en termes de communication? Comment est-ce qu'on peut au mieux conseiller les pouvoirs publics sur quelque chose à prendre? Donc, on est complètement absorbé par les questions qui se posent et les actions à prendre. Vous êtes absorbé, mais à un moment donné, la pression, elle est très forte et vous craquez en direct dans une interview radio. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Oui. C'est beaucoup plus tard dans la pandémie. Plus d'un an après, c'est en Oui. 21, vraiment, quand on arrive au bout. Vous aussi, vous arrivez au bout, vous avez l'impression de vous-même? C'est pas à ce moment-là que je me sens le plus fatigué. Le moment où je me sens le plus fatigué, où vraiment j'ai besoin de respirer, vraiment pour se protéger soi aussi, pour pouvoir continuer à faire les choses bien, c'est plutôt à l'été 2020. Donc c'est 6 mois après l'arrivée. Et quand à un moment, j'étais dans un groupe d'experts qui s'appelait le Céléval, et je dis maintenant je démissionne, je sors, j'arrête, je retourne à ma vie académique, et je continue je vais continuer à m'impliquer dans la communication autour de tout ceci, mais je reprends une forme de liberté aussi de parole à ce moment-là, parce que tant que j'étais dans les groupes d'experts, je m'astreignais à une certaine réserve aussi pour commenter la situation. À ce moment-là, j'étais vraiment fatigué et j'avais besoin d'autre chose. L'émotion, plus tard, elle est venue parce que les situations d'injustice me touchent. Et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, en fait, dans d'autres circonstances.
quand je sens qu'il y a une injustice profonde, c'est quelque chose qui touche à mes émotions. Et là, je ressentais à ce moment-là une situation vraiment d'injustice dans l'adéquation entre les dispositions que le gouvernement avait prises et l'impact que ça pouvait avoir sur le monde culturel. Mais parce qu'en fait, l'injustice, le problème de l'injustice, c'est que les personnes qui subissent l'injustice, ça crée de la colère. Quand on subit de l'injustice et qu'on a l'impression qu'on est injustement traité, c'est une des principales racines de la colère. Et la colère, quand on a le sentiment qu'elle a une base légitime, elle peut être très déstructurante pour une société. Donc, si on ne traite pas les questions d'injustice dans une société correctement, si on ne les rencontre pas, on menace la cohésion sociale. Et donc, moi, c'est ça qui me touchait vraiment, c'est que je me disais, mais là, en fait, on donne raison d'une certaine manière à des émotions de colère qui sont aussi dangereuses pour notre cohésion sociale. Et donc, il faut... Voilà, c'est ça qui m'avait amené à être ému. Mais c'est marrant, je me suis rendu compte que ces situations d'injustice touchent plus à de l'émotionnel que parfois que d'autres choses qui sont plus dans le rationnel. C'est-à-dire que commenter la situation épidémiologique, on est dans le registre du rationnel. C'est des chiffres, c'est des choses comme ça. Et donc, on fait appel à ça. Alors que là, on était dans un autre registre, curieusement. Oui. Alors évidemment, cette période-là, elle vous offre aussi pas mal de visibilité à vous, pas mal de possibilités. Le monde politique, je suppose, est venu quand même frapper à votre porte pour les élections. Ça vous a jamais tenté de passer, comme d'autres l'ont fait, hein, de se mettre sur des listes? J'y ai réfléchi, mais mais ma conclusion était non. J'ai été sollicité et j'aurais pu m'engager dans un projet. J'avais une vraie difficulté à choisir lequel, mais à un moment, je m'étais un peu plus structuré là-dessus, mais voilà, je garde ça pour moi. Mais par contre, je trouvais d'une certaine manière que la popularité que j'avais gagnée, elle ne s'était pas gagnée sur le terrain politique. C'est une popularité qui s'était gagnée sur un terrain dramatique. C'est une relation qui s'était nouée avec les gens dans un terrain très particulier. Et je trouvais que d'une certaine manière, utiliser cette relation au profit aussi bien fondée soit-elle, d'une orientation politique, c'était d'une certaine manière un peu une trahison vis-à-vis des personnes qui m'avaient fait confiance et qui étaient de tous bords politiques. Il y avait des gens de... Voilà, j'étais... Et voilà, et ça c'était une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à offrir à une formation politique d'autre que ma notoriété? J'ai le sentiment que je n'avais pas un socle, je dirais, de réflexion suffisamment large sur des questions de politique publique qui m'auraient permis d'être crédible en tant que représentant politique. Vous auriez pu vous intéresser à ces questions. Vous Oui, êtes quelqu'un de curieux, un chercheur. Tout à fait, mais voilà, donc je ne me sentais pas cette légitimité-là pour pouvoir... Et ce n'était pas un seul élément pris isolément qui a été décisif. C'est plutôt la superposition d'une vraie hésitation en termes de formation, d'un sentiment que ça pourrait trahir un peu une confiance qui m'avait été accordée par des personnes qui seraient d'un autre bord politique que celui pour lequel je m'investirais. Et le dernier facteur, de ne pas me sentir nécessairement légitime sur ce terrain-là, n'ayant pas quelque chose de très solide à proposer sur d'autres champs. Et donc, c'est l'addition de ces trois éléments-là qui m'a amené à me dire, ben non, c'est pas pour moi, ou c'est pas le moment, ou voilà. Vous dites que ce n'est pas le moment. Si en 2029, on vient frapper à votre porte, vous aurez une autre réflexion? La réflexion sera en tous les cas différente parce que je ne suis pas toujours sûr, enfin, je ne suis pas toujours nécessairement convaincu que ce soit le meilleur endroit. Mais par contre, je me sens beaucoup plus à mon aise sur deux volets. D'abord, le temps à passer par rapport aux gens. Donc, ce ne serait plus surfer sur une notoriété liée au Covid. Et depuis ce moment-là aussi, au travers de chroniques dans le soir, au travers de prises de position, etc.,
je me suis construit aussi petit à petit une certaine vision, notoriété sur autre chose que simplement le fait d'avoir été Monsieur Covid pendant une période critique de notre société. Et donc, je me sentirais en tous les cas plus légitime de le faire. Mais il y a des tas d'autres questions qui sont toujours en questionnement et voilà, on verra, les choses peuvent évoluer. Oui, puis votre agenda est, paraît-il, déjà un agenda de ministre, donc au moins... C'est-à-dire que j'ai la responsabilité d'être vice-recteur recherche et valorisation de l'Université libre de Bruxelles, donc c'est beaucoup de travail. Mais on développe aussi beaucoup le volet culture et médiation scientifique. Donc je suis aussi vice-recteur à la culture et à la médiation scientifique. Donc c'est tout le volet de la manière dont l'université peut aller vers la société avec des contenus scientifiques et culturels. Donc peut se positionner en fait dans l'espace, que l'université soit un espace ouvert en fait, qui peut proposer des contenus à n'importe qui, et pas uniquement aux étudiants qui y sont. Et donc, l'un cumule à l'autre, ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça fait des agendas extrêmement chargés. Pour terminer, quel est votre rêve personnel maintenant? Comment vous voyez la suite? Ça, c'est vraiment une colle. Il y a quelque chose qui m'a toujours guidé, c'est la volonté de se sentir utile. En fait, je pense que les choix personnels qu'on fait, ils obéissent généralement à 3 grands critères. Il y a ce qu'on fait bien, ou ce qu'on a l'impression de faire bien, le fait de se sentir utile et le fait que ça correspond à une forme d'aspiration interne. Et alors, il y a un quatrième qui est important pour moi, qui est un équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est quelque chose que j'ai toujours cherché à essayer de maintenir avec des succès variables, mais c'est important pour moi parce que je sais bien que si cet équilibre-là n'est pas respecté, je ne fonctionne plus très bien. Donc ça, je me connais, je me méfie de moi-même. Donc, si j'ai un rêve, c'est de pouvoir arriver à concilier ces 4 éléments-là dans la suite de mon parcours. Voilà. Merci Marius Gilbert d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir.